Tout le monde a appris, tout naturellement, que à Addis Abeba, où se tenait pourtant un sommet consacré à l'Union africaine, dont le siège se trouve dans cette ville, soudain, patatras, sans crier gare, M. Umaro Sissoko Embalo a cru bon d'organiser, au mépris même de la tradition de la CEDEAO, eh bien, une réunion extraordinaire de la conférence des chefs d'État, que nous appelons aussi justement les chefs d'État de la CEDEAO. Il faut commencer par souligner l'incongruité de cette réunion. La dernière conférence des chefs d'État de la CEDEAO a eu lieu au mois de décembre 2022. Les conclusions de cette conférence sont connues, un communiqué avait été produit. Alors, les chefs d'État, de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères se sont rendus à Addis Abeba, en Éthiopie, pour le sommet de l'Union africaine. Voilà que profitant lâchement du sommet de l'Union africaine, Umaro Sissoko Embalo, faisant office de président de la CEDEAO, a réuni ses comparses habituels pour mener ni plus ni moins qu'une contre-attaque contre la tripartite des États que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, à l'occasion même du sommet de l'Union africaine. C'est-à-dire que Umaro Sissoko Embalo a voulu saboter les efforts diplomatiques entrepris par les trois États étroitement alliés par la tripartite et l'embryon de la Fédération ouest-africaine, incarné par, eh bien, le Mali, le Burkina et la Guinée. En effet, les positions du Mali, du Burkina et de la Guinée, agissant de concert au sein de l'Union africaine, avaient commencé à être bien entendues, notamment dans une prise de position publique pendant les travaux. Le président tchadien de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait publiquement dit que les sanctions que la CEDEAO avait prises contre le Mali se sont avérées inefficaces. Elles n'ont pas porté du fruit, elles ont été stériles. Et que l'Union africaine examinait très clairement la possibilité de revoir tout simplement ces sanctions qui avaient bénéficié de la complaisance et même de la complicité de l'Union africaine lorsqu'elles avaient été annoncées par la CEDEAO. Avant, heureusement, d'être stoppées net lorsque l'Organisation des Nations Unies n'avait pas réussi à imposer ces sanctions au niveau du Conseil de sécurité, où la Chine et la Russie les avaient bloquées. Donc, l'action diplomatique du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, à travers leurs intrépides ministres des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté pour le Mali, Maurice Sanda Kouyaté pour la Guinée, Abdoulaye Diop pour le Mali et Olivier Aragnane Wende Rwamba pour le Burkina Faso, les trois États de la tripartite fédérationnelle ouest-africaine avaient donc marqué ces derniers jours des points positifs à Addis Ababa. D'autant plus que le premier responsable de l'administration de l'Union africaine annonçait reconnaître l'inefficacité, l'inutilité, la vacuité des sanctions et suggérer à l'institution africaine de s'acheminer vers leur levée. Alors, Umaro Sissoko Embalo, l'individu le plus ballot que la Guinée-Bissau ait jamais connu, l'homme léger qui prend ses déclarations de la bouche du secrétaire général des Nations Unies et qui fonde ses arguments par des phrases du genre « Guterres m'a dit »,« Guterres a dit que », Embalo s'est précipité dans son avion, sans doute missionné par ses patrons néocolonialistes, le régent en chef de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, bien sûr, Alassane Dramane Ouattara, et les impérialistes occidentaux, ont dépêché ce général inutile à Addis Ababa avec la mission de sabrer
par tous les moyens possibles contre l'émergence, contre l'initiative, contre le succès diplomatique, eh bien, de l'union des 3 pays forts, des 3 pays en voie de libération, des 3 pays qui marchent fièrement vers leur souveraineté en Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Embalo a donc convoqué violemment, brutalement, arrogamment, stupidement, une conférence des chefs d'État de la CEDEAO, à l'issue de laquelle il est le seul à avoir signé un communiqué. Un communiqué qui n'a pas été co-signé par les autres chefs d'État, parce que s'il avait fallu que les autres chefs d'État co-signassent, eh bien, ce communiqué, il y aurait des signatures qui manqueraient. Embalo a décidé d'assumer, en son nom propre, un communiqué dans lequel il dit que la CEDEAO maintient, reconduit les sanctions contre le Mali, le Burkina et la Guinée, et continue d'ordonner au Mali, au Burkina et à la Guinée de lui rendre compte de l'évolution de leur transition, sous peine éventuellement même de nouvelles sanctions. Ce matin du 20 février, eh bien, 2023, je voudrais examiner devant vous la valeur du dernier communiqué signé par Embalo et plus loin, la valeur des sanctions. D'abord, le dernier communiqué, c'est un communiqué farfelu, car c'est un communiqué purement émotionnel. C'est un communiqué d'un saboteur en mission. C'est un communiqué nul et de nul effet. Il est nul et de nul effet pour les raisons suivantes. J'en donne 3. Première raison, la réunion extraordinaire qu'Embalo a provoquée est une réunion, eh bien, saugrenue, c'est une réunion injustifiée. On ne peut pas venir faire des réunions de la CEDEAO aux États-Unis comme ils l'ont fait l'autre jour à New York. Quand il y a une réunion de l'ONU, ils en profitent pour organiser des réunions saugrenues. On ne peut pas venir faire une réunion de la CEDEAO alors que les gens sont venus pour l'Union africaine. Donc c'est une réunion qui en elle-même est saugrenue et injustifiée. Ça, c'est la première raison. Et par conséquent, les conclusions d'une telle réunion bâclée, d'une telle concertation, pour ainsi dire, accidentelle, sont elles-mêmes des conséquences accessoires. Deuxième raison. Embalo a signé, lui, en tant que président de la CEDEAO, mais il n'a pas co-signé avec les autres présidents. C'est-à-dire que la décision qui a été proposée n'est pas une décision qui a, en fait, l'agrément et l'assentiment de l'ensemble des chefs d'État, ou plutôt des chefs d'État de la CEDEAO. Donc c'est une décision partielle. C'est une décision d'un président isolé de la CEDEAO. Et un président qui n'est plus écouté. Il écrit ses affaires tout seul et personne ne s'intéresse à ce qu'il écrit. Ça, c'est la deuxième raison. L'isolement d'Embalo, de Ouattara et de Macky Sall dans cette affaire, qui finalement exécute des volontés extra-régionales contre la Guinée, contre le Mali et le Burkina Faso, et n'exprime plus un consensus. Il n'y a plus de consensus au sein de la CEDEAO. C'est une organisation explosée. C'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle cette réunion-là et ses conséquences sont nulles et de nul effet, c'est que le contenu du communiqué, à savoir les menaces et les fameuses sanctions, eh bien, sont sans effet suffisant sur les populations. Tout ce que ces sanctions, le maintien de ces sanctions fait, c'est qu'en maintenant ces sanctions, eh bien, la CEDEAO se paralyse. Elle confirme le fait qu'elle est morte, qu'elle a perdu la capacité de représenter le lieu dans lequel l'Afrique de l'Ouest discute de ses problèmes communs. Donc, en fait, le communiqué de la CEDEAO à Addis Abeba a confirmé la mort de la CEDEAO. Voilà les 3 raisons. Mais maintenant, je vais m'intéresser au thème particulier des sanctions. Mais quelles sont les sanctions de la CEDEAO qui sont encore appliquées contre le Mali, contre le Burkina et contre la Guinée? La première, je le dis de mémoire, c'est qu'ils ont suspendu le Mali, le Burkina et la Guinée de leur droit de participation aux décisions. C'est-à-dire que les États de la CEDEAO qui décident sur le Mali, le Burkina et la Guinée, eh bien, ils décident sans le Mali, le Burkina et la Guinée. Au mépris donc du principe de la souveraineté. Comment vous pouvez décider des affaires du Mali, des affaires du Burkina et de la Guinée,
sans le Mali, le Burkina et la Guinée. Leur première sanction est une sanction qui est auto-nulle, auto-annulatrice. Car le Mali demeure un État souverain. La Guinée demeure un État souverain. Le Burkina Faso demeure un État souverain. Quand vous les sanctionnez en les privant du droit de participer aux décisions qui les concernent, par définition, vos décisions ne les concernent pas non plus. Ça, c'est le premier type de sanction. Il y a un deuxième type de sanction qui consiste à les priver, eh bien, du droit de voyager librement dans les États de la CEDEAO. Le droit des dirigeants de ces pays-là de voyager librement dans les États de la CEDEAO. Autrement dit, la CEDEAO interdit aux dirigeants, eh bien, maliens, guinéens et burkinabés d'aller en Côte d'Ivoire. Elle leur interdit d'aller au Togo. Elle prétend leur interdire d'aller au Bénin, d'aller au Nigeria. Elle prétend leur interdire d'aller au Sénégal. Les dirigeants maliens, les dirigeants burkinabés et les dirigeants guinéens sont interdits d'aller dans les autres États de la CEDEAO. Interdits d'aller au Niger. Alors, examinons cette deuxième sanction, l'interdiction de voyager. Une interdiction qui ne peut s'appliquer que par les États membres de la CEDEAO et qui ne concerne pas le reste des États africains. Qui ne concerne pas le reste des États européens. Qui ne concerne pas le reste du monde. Dites-moi franchement, est-ce que vous avez l'impression que Assimi Goïta a besoin d'aller en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a supplié, après la libération de ces 46 mercenaires, n'est-ce pas Alassane Ouattara qui a supplié Assimi Goïta de venir en visite en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous ne vous souvenez pas? En début janvier, le mois passé, n'est-ce pas la Côte d'Ivoire de Ouattara qui suppliait Goïta de lui rendre visite? Vous voyez le paradoxe? Voici les gens qui prennent des sanctions pour empêcher aux dirigeants maliens, aux dirigeants guinéens ou aux dirigeants burkinabés de venir en Côte d'Ivoire, mais en même temps qu'ils les invitent. Vous voyez la nullité? Vous voyez la nullité du leadership de la CEDEAO? Ils sont vraiment nuls. Voici, au mois de janvier, début janvier, Embalo était allé à Ouagadougou. Et il avait dit à Ouagadougou qu'il soutenait le Burkina Faso, qu'il soutenait la transition. Il en avait profité pour inviter même le capitaine Ibrahim Traoré à lui rendre visite à Bissau, à venir le voir à Bissau. Mais comment quelqu'un qui dit qu'il est président de la CEDEAO peut prendre des sanctions pour empêcher que le Burkina, les dirigeants burkinabés n'aillent visiter d'autres pays voisins, mais en même temps aller au Burkina pour inviter le président burkinabé à le visiter? Vous voyez comment Embalo est nul? Il va au Burkina, il dit à Ibrahim Traoré, il faut venir. Alassane Ouattara lui-même, matin, midi, soir, supplie Ibrahim Traoré de venir lui rendre visite à Abidjan. Mais en même temps, ils vont à Addis Abeba dire qu'ils maintiennent l'interdiction de voyager contre les dirigeants burkinabés. Ça a quel sens? Regardez ce que Ouattara fait avec Mamadi Doumbouya. Il passe le temps à le flatter, à lui envoyer des délégations, à envoyer Kandia, à envoyer Sidia Touré, à envoyer toutes sortes de flatteurs à Conakry. Mais comment le même Ouattara peut dire, avec son vaguemestre d'Embalo, comment ils peuvent dire à Addis Abeba que les dirigeants guinéens n'ont pas le droit de sortir? Bon, regardons bien cette affaire d'interdiction de voyager. Est-ce que vous avez l'impression que la CEDEAO peut empêcher les dirigeants maliens, burkinabés, guinéens de voyager? D'abord, est-ce que le ministre malien des Affaires étrangères n'était pas à Addis Abeba? Est-ce que le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, n'était pas à New York parler pour le Mali en 2021? Est-ce que le Premier ministre intérimaire, ministre d'État, Abdoulaye Maïga, en son temps, n'a pas été le 24 septembre parler à la tribune des Nations Unies? Non, je pose des questions comme ça. Est-ce que Assimi Goïta n'est pas invité en juillet 2023 au sommet Russie-Afrique? En Russie? Est-ce qu'il ne va pas aller? De quoi est-ce qu'il parle? Est-ce que les dirigeants maliens ne se déplacent pas?
Est-ce que les dirigeants maliens pour aller dans le monde, les dirigeants guinéens pour aller dans le monde, les dirigeants burkinabés pour aller dans le monde, est-ce qu'ils ont besoin d'Alassane Ouattara, de Mohamed Bazoum? Est-ce qu'ils ont besoin de Umaro Sissoko Embalo? Est-ce qu'ils ont besoin de Patrice Talon? Est-ce qu'ils ont besoin de Macky Sall? Ils n'ont pas besoin d'eux. Donc l'interdiction de voyager, c'est une connerie. Tout le monde voit bien que les pays soi-disant sous sanction, sous interdiction de voyager, voyagent. En fait, les dirigeants de la CEDEAO qui sont encore d'accord avec Embalo et Ouattara pour faire ça, ils se sanctionnent eux-mêmes. Ils se privent de relations utiles avec le Mali. Ils se privent de relations utiles avec la Guinée. Ils se privent de relations utiles avec le Burkina Faso. Sinon, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso continuent à voyager. Mes chers amis, ce que je vous dis là, est-ce que c'est faux? Vous ne voyez pas les dirigeants burkinabés se déplacer? Vous ne voyez pas les dirigeants maliens se déplacer? Vous ne voyez pas les dirigeants guinéens se déplacer? Matin, midi et soir. Mamadi Doumbouya, on ne veut donc pas qu'il vienne on ne veut pas qu'il vienne à Cotonou voir Talon. On ne veut pas qu'il vienne à Abidjan, donc finalement voir Alassane. Mais Mamadi Doumbouya, vous ne l'avez pas vu à Bamako? Mamadi Doumbouya va dans les pays qui veulent l'accueillir. Assimi Goïta va dans les pays qui veulent l'accueillir. Ibrahim Traoré va dans les pays qui veulent l'accueillir. Vous n'avez pas vu Ibrahim Traoré à Bamako? Il n'est pas allé à Bamako. Pourtant, Alassane Ouattara voulait qu'il vienne d'abord à Abidjan. Donc, je veux simplement vous montrer que l'interdiction de voyager, elle est stupide parce qu'elle est inapplicable. Et parce que ceux-mêmes qui disent cette interdiction ne la respectent pas. Combien de fois Alassane Ouattara a appelé Damiba à Abidjan pour le bichonner, le flatter et l'endormir? Quand il appelait Damiba à Abidjan, est-ce que les sanctions de la CEDEAO interdisant les déplacements des autorités burkinabées n'étaient pas valables? Elles étaient toujours valables, non? Mais pourtant, Alassane Ouattara faisait ami avec Damiba. Damiba était son bon petit. C'était bras dessus, bras dessous. Oui ou non? Je recommence. Ce n'est pas le même Ouattara qui a demandé en janvier, officiellement, qui a sollicité une visite du colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État. Bon, comment les mêmes gens peuvent aller à Addis Abeba écrire qu'ils interdisent de voyager à des gens qu'ils invitent à voyager? Je me demande, mais ces gens-là, ils sont conseillés par qui même? C'est-à-dire que, imaginons un chef d'État peut se tromper, mais ils sont entourés par qui? Ouattara Draman, Umaro Sissoko Embalo, hein? Talon Patrice, Macky Sall, mais qui sont les gens qui marchent avec eux? Comment on peut les laisser s'embourber comme ils s'embourbent? Comment d'un côté, on peut leur dire, maintenez l'interdiction de voyager contre le Mali, la Guinée et le Burkina, alors qu'on sait que de l'autre côté, ils passent tout leur temps à solliciter des visites des dirigeants maliens, burkinabés et guinéens. Alassane Ouattara, même quand il avait placé l'embargo sur les frontières du Mali, il a été le premier à ouvrir la frontière pour solliciter le bétail malien. À l'approche de la fête du Ramadan, Alassane Draman Ouattara tout seul a ouvert la frontière ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas un cheptel capable de répondre aux besoins des musulmans ivoiriens lors des grandes fêtes, comme celle du sacrifice du mouton. Donc, voici quelqu'un qui met l'embargo, on lui dit OK, ensuite il lève son embargo, on lui dit aussi OK. Voici quelqu'un qui empêche les douanes ivoiriennes de bénéficier, des avantages fiscaux, des marchandises du Burkina, des marchandises du Mali. Bon, le Burkina et le Mali disent d'accord, on va passer maintenant par Conakry en Guinée. Et puis il se plaint encore. Il y a un petit problème. Vous faites embargo. Le Burkina commande ses armes. Vous les bloquez dans les ports ivoiriens. Vous refusez qu'on lui livre ses armes. Le Burkina dit d'accord, désormais, quand je vais passer mes commandes, celles qui passent par voie maritime vont passer par la Guinée-Conakry. Vous vous plaignez encore, mais il y a un petit problème. Comme on dit chez nous à Abidjan. Mais attends, tu ne veux pas laisser, mais tu ne veux pas prendre. Et puis quand tu laisses quelqu'un d'autre prendre, tu te plains. Où est le problème de ces gens-là? Je veux que vous preniez conscience de l'absurdité des sanctions liées au voyage.
Elles sont d'autant plus absurdes que les États de la CEDEAO qui les ont prises, ces États ne les respectent pas eux-mêmes. La Côte d'Ivoire de Ouattara, le Togo de Gnassingbé, le Bénin de Talon, le Sénégal de Macky Sall, le Niger de Bazoum ne respectent pas les interdictions de voyager qu'ils formulent. Puisque tous ces pays ne rêvent que d'une chose, c'est de recevoir la visite des 3 pays qui ont décidé de s'émanciper du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et de la domination otanienne. Il y en a 2 qui sont très clairement dans ce chemin. La Guinée est encore à mi-chemin. Il faut le rappeler. La Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya n'a pas fini de prendre les distances nécessaires de la domination sécuritaire néocolonialiste française et otanienne. Mais enfin, quand même, il y a un petit problème. Voici des États. Quand le Mali et la Guinée et le Burkina ont créé le cadre tripartite de travail, l'embryon de leur fédération, voici les gens qui ont envoyé les dirigeants de l'Assemblée nationale de la CEDEAO, bref, l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO, ils ont envoyé des dirigeants de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO dire que le Mali, le Burkina et la Guinée ne pourraient jamais sortir de la CEDEAO, qu'ils sont forcés de rester avec eux. Bon, vous dites qu'ils sont forcés de rester avec vous, mais en même temps, quand ils sont avec vous, vous ne voulez pas qu'ils aient les mêmes droits que vous. Maintenant, quand ils se rassemblent entre eux pour développer leurs propres initiatives, en se passant de vous, vous vous plaignez encore. Il y a un petit problème. Vous voulez du Burkina, du Mali ou de la Guinée ou vous n'en voulez pas. Si vous en voulez, vous les acceptez avec tous les droits. Et si vous n'en voulez pas, vous les laissez se débrouiller pour vivre sans vous. Quel est ce divorce qui est en même temps un mariage? Et ce mariage qui est en même temps un divorce. On ne peut pas être marié et divorcé en même temps. On est marié, on est ensemble, on est divorcé, on n'est plus ensemble. Mais on ne peut pas être ensemble en n'étant pas ensemble. Ce n'est possible ni... Ce n'est pas utile dans la vie quotidienne. Ce n'est pas non plus utile en politique. À un moment donné, une clarification s'impose. Donc, la sanction sur les voyages, je viens de la commenter, elle ne vaut rien. Ouest-Africain, Africaine, Africain. La sanction sur les voyages des dirigeants maliens, burkinabés et guinéens, elle ne vaut rien. C'est une sanction qui consacre la paralysie de la CEDEAO, le non-sens de la CEDEAO. Mais on passe à une autre sanction. Ils ont voulu empêcher que ces pays participent aux décisions économiques de la sous-région UEMOA, aux décisions économiques de la CEDEAO. C'est-à-dire, alors que ces pays ont leurs avoirs à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment pour ceux qui sont de la zone CFA, ils ont voulu étendre ces sanctions à les empêcher de participer aux décisions sur la gestion de leur argent, leur propre argent. Et c'est ce qui a été condamné par la Cour de justice de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA, courant 2022, a condamné la CEDEAO, a condamné tous les autres États, en dehors des États qu'ils avaient sanctionnés, en leur disant, vous n'avez pas le droit de mettre la main sur les fonds souverains des États membres de l'UEMOA. Il n'y a pas dans les textes de l'UEMOA quoi que ce soit qui vous autorise à bloquer les fonds souverains d'un État membre entreposés dans la Banque centrale. Or, même s'ils ne l'avouent pas, Alassane Dramane Ouattara, Umaro Sissoko Embalo et leurs maîtres néocolons français continuent d'utiliser le chantage au blocage des avoirs souverains du Mali et notamment du Burkina Faso, qui sont membres de la zone CFA. Ils continuent d'utiliser ce chantage contre ces pays. Donc quand Sissoko Embalo parle de maintien des sanctions, il y a des sanctions qui sont écrites, il y a des sanctions non écrites. Et la sanction non écrite que ces pays vassaux de la CEDEAO continuent à utiliser, c'est la sanction du blocage financier. Le blocage financier, ils utilisent pour cela plusieurs arguties, des retards dans les décaissements, des empêchements, de sortir les fonds équivalents pour les factures souveraines des États, des arguties empêchant ces États-là de pouvoir utiliser leurs garanties au Trésor. Bref, en fait, ils multiplient des petits blocages qui ont pour but de gripper le fonctionnement de l'économie publique et de l'économie privée du Mali, du Burkina
et dans une certaine mesure de la Guinée est moins atteignable parce que la Guinée possède sa propre monnaie. Elle possède sa propre banque centrale. Alors que le Mali et le Burkina sont beaucoup plus atteignables parce que, eh bien, leurs réserves monétaires, leurs réserves, leurs trésors se trouvent encore liés à la BCEAO. Vous comprenez? Alors, sur ce dernier point-là, il s'agit d'un point vital. Car, en fait, déjà, le Mali avait obtenu que le tribunal de l'UEMOA condamne les autres chefs d'État de la CEDEAO qui avaient osé bloquer les avoirs souverains. Mais aujourd'hui, le Burkina se plaint du fait que la banque centrale, instrumentalisée par Alassane Ouattara, par Embalo, et bien sûr en rapport avec la puissance néocolonialiste française et les puissances occidentales, la banque centrale continue à leur faire des misères. Alors, sur ce point, on arrive sur le point de sanction le plus difficile. Car, en fait, il n'y a que deux possibilités. Soit les pays qui sont l'objet de blocage financier, de tracasserie financière au niveau de la Banque centrale, eh bien, finissent par se soumettre aux exigences des pays néocolonisés et des puissances occidentales qui manipulent la CEDEAO. Et à ce moment-là, c'est l'effondrement du processus révolutionnaire. Soit ces pays-là, eh bien, trouvent des solutions alternatives pour réduire leur dépendance envers le CFA, réduire leur dépendance envers la Banque centrale, en se préparant à la rupture avec la zone CFA et à la création de leur propre monnaie nationale ou sous-régionale. Je recommence ce point, parce que là, on arrive là sur la partie la plus dure des sanctions. Ce sont des sanctions qui ne sont pas écrites, elles ne sont pas dites maintenant, mais elles sont pratiquées, notamment contre le Mali et le Burkina. On leur rend la vie dure, on complique le fonctionnement de leurs finances. Pourquoi? Parce que ce sont des pays dépendants de leurs propres avoirs souverains, gardés, stockés à la Banque centrale et en monnaie CFA. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque ce chantage se poursuit? Il n'y a que deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin de la soumission. La soumission, c'est-à-dire finalement faire les quatre volontés. Eh bien, du troubadour, comme les Guinéens l'ont appelé, d'Embalo, du vassal des vassaux Ouattara, faire les quatre volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. À ce moment-là, tranquillement, eh bien, on brise tout le mouvement révolutionnaire, tout le mouvement souverainiste, tout le mouvement panafricaniste, et on revient à la France-Afrique. Or, telle ne semble pas l'orientation qui a été prise par les braves dirigeants du Mali et du Burkina. Alors là, il n'y a qu'un second chemin. Le second chemin, c'est réduire progressivement, mais le plus rapidement possible, la dépendance envers la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la dépendance envers le CFA, n'est-ce pas? Et à partir de là, se préparer à sortir du CFA en se dotant d'une monnaie souveraine, soit nationale, soit sous-régionale, entre les deux États qui s'entendent le mieux, actuellement le Mali et le Burkina, ou entre le Mali, le Burkina et la Guinée, si la Guinée parachève les actes fondamentaux de rupture, eh bien militaire, de rupture sécuritaire, géopolitique, avec eh bien, la puissance néocoloniale française. Est-ce que vous comprenez? Or, la création du cadre tripartite de concertation n'a de valeur que pour cela. Vous comprenez pourquoi? Je fais partie de ceux qui, depuis plusieurs années, ont fait la proposition que les pays qui veulent aller vers la véritable indépendance, vers la vraie souveraineté retrouvée, et qui savent qu'elle va passer par le contrôle monétaire, la monnaie étant un outil fondamental de l'économie politique, ces pays doivent mettre en commun un fonds et créer une monnaie commune. Dans le cas d'espèce, le Burkina, le Mali et la Guinée, étant des pays producteurs d'or et ayant désormais la capacité de produire de l'or industriel, c'est-à-dire du lingot d'or, d'étalon international, sur place dans leur pays, ces pays possèdent l'unité de réserve monétaire la plus reconnue sur toute la planète Terre. Ce n'est plus le dollar, ce n'est plus l'euro, mais c'est l'or qui est désormais la valeur réserve de toutes les monnaies mondiales. Or, le Mali est potentiellement premier producteur africain d'or, derrière ou avant l'Afrique du Sud, puisqu'il y a même des entreprises sud-africaines qui exploitent l'or au Mali. Le Burkina est un grand producteur d'or. J'ai trouvé un dernier relevé
le Burkina a produit en 2021 900 tonnes. 900 tonnes d'or. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un tel pays doive dépendre encore de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, doivent dépendre encore de la Banque de France pour financer. La Guinée est un pays de minerais. C'est un pays d'or, de bauxite, c'est un pays d'aluminium. Donc ces pays-là possèdent tous des réserves stratégiques minières qui leur permettraient, si notamment ils peuvent constituer un fonds commun, eh bien, notamment en or, ces pays peuvent se doter très rapidement d'une monnaie sous-régionale. Ils peuvent se doter très rapidement d'une monnaie sous-régionale et la faire fonctionner de manière optimale dans le cadre, effectivement, de leur projet d'autonomisation par rapport à la zone CFA. Alors, ça, c'est incontournable. Et je voudrais conclure là-dessus. Les seules sanctions qui peuvent faire mal et qui continuent à faire mal, ce ne sont pas les sanctions symboliques. Ce ne sont pas les interdictions de voyager. Ce qui fait mal encore aujourd'hui au Mali, au Burkina et dans une certaine moindre mesure à la Guinée, ce sont les sanctions de type économique. Ce sont les blocages financiers. Ce sont les difficultés de trésorerie créées par la persécution, la répression néocolonialiste. D'accord? Et le Mali, le Burkina et la Guinée n'ont aucune autre voie possible que d'aller vers l'autonomie monétaire, que d'aller vers la création d'une réserve commune et la diversification de leurs partenariats, non seulement géostratégiques, géopolitiques, mais également de leurs partenariats économiques pour pouvoir vivre sans dépendre des États néocolonisés de la CEDEAO. Voilà le fond du problème que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Alors, le braquage diplomatique organisé par Embalo contre les 3 pays phares de l'émancipation ouest-africaine, le Mali, le Burkina et dans une moindre mesure la Guinée aujourd'hui, ce braquage-là n'est qu'un rappel qui est fait aux dirigeants maliens, aux dirigeants burkinabés, aux dirigeants guinéens qu'il faut aller à la souveraineté économique. Tout ce qu'on dit sur le plan sécuritaire, tout ce qu'on dit sur le plan militaire n'aura de la substance, n'aura du coffre et de la solidité que si on va à la souveraineté monétaire. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Cela est vrai dans tous les sens du mot. Tant que les pays africains en général, les pays ouest-africains en particulier, ne seront pas les maîtres de leurs outils de paiement, tant qu'ils n'auront pas la force d'imposer les monnaies nationales africaines ou la monnaie sous-régionale africaine comme unité de référence des échanges avec l'Afrique de l'Ouest, tant qu'ils n'auront pas mis ensemble un certain nombre de garanties or pour créer leurs propres moyens de paiement, des gens comme Embalo, comme Ouattara, comme Macky Sall continueront à mordre le mouvement souverainiste africain au jarret et à faire mal. Voilà la vérité. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire. Et si Embalo a été chargé de monter à l'assaut, c'est bien parce que la souveraineté monétaire du Mali, du Burkina et de la Guinée mettra fin à la CEDEAO. Je vous ai parlé la dernière fois de 1 761 000 et poussières de kilomètres carrés que représentent ces 3 pays. Si vous mettez de côté le Nigeria, le Mali, le Burkina et la Guinée représentent l'espace le plus puissant dans la zone d'Afrique de l'Ouest francophone. Si ces pays-là vont vers la création d'un trésor commun, d'une capacité de paiement commune, d'une banque de développement commune, ces pays-là mettent fin à la France-Afrique. Ils n'ont même pas besoin, et je le dis encore, certains disent souvent qu'il faut sortir de la CEDEAO. Non, il ne faut pas sortir de la CEDEAO. Tactiquement et stratégiquement, il faut sortir de la CEDEAO. Je recommence. Il ne faut pas sortir de la CEDEAO, ça ne sert à rien. Il faut sortir la CEDEAO. Il faut la mettre hors jeu. En développant la fédération, en développant justement l'organisation des peuples ouest-africains, une véritable organisation des peuples, en lui donnant les moyens économiques de son existence, la CEDEAO sera sortie de l'histoire. Vous avez bien vu comment Alassane Ouattara a agité l'épouvantail de la carte de résident à plus de 300 000 francs CFA pour tous les ressortissants africains qui ne seraient pas membres de la CEDEAO. L'objectif étant de dire, si le Mali, la Guinée, le Burkina sortent de la CEDEAO, leurs ressortissants
qui vivent par millions en Côte d'Ivoire seront obligés, pour vivre en Côte d'Ivoire, de payer 300 000. Ouattara lui-même sait qu'il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas réaliser ça sur le terrain. Mais en fait, cette menace, elle vient du fait que, paradoxalement, alors qu'on présentait la zone CEDEAO en disant « Ah, vraiment, dans la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire représente 40%. » Elle ne représente pas 40%, c'est faux. Les 40% qui lui sont attribués viennent du rôle que lui fait assurer la France dans les institutions politiques, dans les institutions économiques de la sous-région. Un pays d'1 million, de plus d'1 million de kilomètres carrés comme le Mali ne peut pas être en deçà du Sénégal et de la Côte d'Ivoire en potentiel économique. Vous comprenez? C'est pas vrai. Celui qui vient vous dire que la Côte d'Ivoire représente un potentiel économique supérieur n'a juste pas tenu compte du réel potentiel du Mali. Et quand vous prenez le Mali, la Guinée et le Burkina, et que ces trois pays s'entendent, la Côte d'Ivoire ne pèse rien face à eux. La Côte d'Ivoire est une économie centrée autour d'Abidjan et dominée par les multinationales françaises. Ce sont ces multinationales françaises qui rédigent les livres économiques, qui rédigent les revues économiques et qui font l'écriture économique jusqu'à la Banque mondiale, jusqu'au FMI, en faveur de leurs bons élèves, c'est-à-dire de leurs bons vassals. C'est tout. Dans la réalité, si on regarde au niveau du potentiel économique, en Afrique de l'Ouest francophone, les patrons c'est le Mali. Si le Mali retrouve la paix, leur potentiel économique, c'est-à-dire leur sous-sol, leur sol, leurs terres, sont les plus vastes d'Afrique de l'Ouest francophone. Oui, c'est le Mali. Les gens ne voient pas ça même. Nous, on connaît le terrain. Le Mali est le potentiel économique le plus important d'Afrique de l'Ouest. Et il y a même certaines institutions internationales qui commencent à le reconnaître. Il y a certaines agences de notation qui commencent à reconnaître qu'en Afrique de l'Ouest francophone, c'est le Mali. C'est le Mali. Et ce n'est pas un hasard si on impose la guerre au Mali. Si on finance des rebelles, si on finance des terroristes au nord du Mali. C'est pour empêcher le Mali d'être ce qu'il est réellement. C'est pour empêcher le Mali d'être ce qu'il est. Et on sait que si le Mali est libéré, l'Afrique de l'Ouest est libérée. Tout comme on sait que si la République démocratique du Congo est libérée, toute l'Afrique centrale est libérée. Vous avez compris? Nous avons deux immenses États qui sont la promesse de la puissance africaine. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Comparez ces deux États et vous allez voir comment les impérialistes occidentaux ont élaboré exactement les mêmes stratégies pour les bloquer. En Afrique centrale, le grand État de la libération de l'Afrique centrale, c'est la République démocratique du Congo. Regardez comment les Occidentaux ont multiplié des groupes rebelles sur ce territoire pour l'empêcher de se développer. S'il se développe, l'Afrique centrale tout entière est libérée. Oh, en Afrique de l'Ouest, le grand pays, l'immense État qu'il y a là, si celui-là se développe, c'est fini. La France-Afrique d'Afrique de l'Ouest s'effondre, c'est le Mali. Vous comprenez pourquoi maintenant ils ont donné les moyens aux groupes terroristes pour se rassembler en un seul, comme s'ils n'étaient pas un seul depuis longtemps. Vous comprenez pourquoi maintenant ils ont donné tous leurs médias aux groupes terroristes. Les Iyad Ghali, les Amadou Koufa ont maintenant tous les médias mainstream de la France-Afrique qui leur sont ouverts. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on essaye de créer à tout prix une guerre communautaire entre les Peuls, les Dogons et les Bambara au centre du Mali, dans la région de Mopti. On essaye de faire la même chose au Burkina. Vous avez compris pourquoi? On ne veut pas de la naissance d'un espace économique, d'un espace politique, d'un espace géopolitique intégré. Parce qu'on sait que si le Mali a la paix, la sécurité nécessaire pour se développer, toute l'Afrique de l'Ouest est libérée. Le Sénégal est libéré. La Côte d'Ivoire est libérée. Le Burkina est libéré. Tout est libéré. Avec un Mali prospère. Parce qu'aujourd'hui, qui donne à la Côte d'Ivoire sa viande? C'est ce Mali en guerre là qui est le cheptel de la sous-région. Le meilleur cheptel de la sous-région, c'est le Mali. Imaginez le Mali en paix. Imaginez le Mali en sécurité. Il n'y a rien dans jalousie. On dit ça chez nous à Abidjan. Il n'y a rien dans jalousie. Ceux qui bloquent le Mali et qui bloquent la République du Congo sont les mêmes puissances impérialistes occidentales qui ont prévu que l'Afrique ne décolle point.
que l'Afrique soit toujours un grenier, une réserve de matières premières pillable à merci. Ce sont les mêmes. C'est le même plan otanien qui bloque l'Afrique de l'Ouest et qui bloque l'Afrique centrale. Écrivez ça. Écrivez ça ce matin du 20 février. Et tous ceux qui dorment dans la classe de l'Afrique des libertés, réveillez-vous. Réveillez-vous, étudiez l'histoire du Congo. Et vous allez voir une photocopie de l'histoire du Mali. Étudiez les tactiques qui sont employées pour dépecer le Congo, pour diviser le Congo, pour piller le Congo. Et vous verrez les tactiques qui sont employées pour dépecer le Mali, diviser le Mali, piller le Mali. Les mêmes. Je dis bien photocopie. C'est une photocopie. Et puis vous allez voir, ce sont les mêmes groupes. Ce sont les mêmes groupes. Ce sont les mêmes puissances qui sont à la manœuvre. Leur manière inimitable de s'asseoir est désormais maîtrisée par l'intelligentsia africaine éveillée. Et il n'y a que des intellectuels farfelus qui se promènent sur les réseaux sociaux en train d'entretenir les Africains sur des mythes infégons. Hein? L'amitié, la fraternité afro-européenne. Non, il n'y a pas d'amitié là. Il n'y a pas de fraternité encore. Il y a 600 ans de méchanceté. Il y a 600 ans de méchanceté. Traite négrière, colonisation, néocolonisation. C'est pas fini encore. Cette page tragique, cette page sombre, cette page inhumaine, elle n'est pas close. Elle est ouverte. Elle est en train de se dérouler. Ne venez pas nous raconter des histoires. Il y en a qui se réveillent là quand ils ont bu un peu de thé, je ne sais pas, ou du café au lait. Bref, tout ce qui fait que le matin, l'esprit est encore un peu endormi. Et puis se mettent à raconter des histoires complètement abracadabrantesques. Alors que l'information scientifique montre une Afrique calculée, pillée, disséquée, traquée, harcelée, réprimée par des gens qui nous sourient avec le discours des droits de l'homme, le discours de l'état de droit, le discours de la démocratie d'un côté, et qui dans la pratique sont barbares envers nous, durs envers nous, impitoyables envers nous, et qui n'ont du respect que pour ceux d'entre nous qui leur disent la vérité. J'espère que vous savez que les Occidentaux, en tout cas l'élite politique occidentale, elle est très perverse, puisqu'elle pratique dans le monde le contraire de ce qu'elle proclame. Mais tout en combattant farouchement ses ennemis, l'élite occidentale a beaucoup de respect, systématiquement pour ceux qui combattent son injustice. Elle a beaucoup de respect. Hein. Voilà comment, après avoir éliminé Sankara, ce sont eux qui célèbrent Sankara. Parce qu'ils admirent Sankara, mais les nègres brillants, les nègres utiles doivent d'abord être morts. Après, on reconnaît que c'était des hommes. Ah non, ils sont très admiratifs. Hein? Ah, ils aiment bien faire des films sur Chaka Zulu, El Hadj Omar Tal, Samori Touré, mais après les avoir tués. D'accord? Pour eux, un nègre brillant, un nègre héroïque, c'est bien, mais après sa mort. Nous, Africains, Africaines de ce siècle, avons décidé de célébrer nos héros vivants et de défendre nos héros vivants. Et de nous défendre vivants. Et de vivre vivants. De vivre pleinement notre vie vivant. On ne fera pas cadeau de nos vies à qui que ce soit. Car nos vies sont l'œuvre du Tout-Puissant. Nos vies sont aussi dignes que celles de tous les autres êtres humains sur la terre. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire, vous, attendez d'abord, ne vivez pas. Nous, on va vivre de votre malheur et vous allez attendre. Non. Le paradis et l'enfer, ils ont lieu à partir d'ici et maintenant. Ce n'est pas seulement après la mort. Le paradis et l'enfer existent actuellement sur la terre. Quand tu te lèves le matin comme ça sur la terre, tu vois des coins de paradis et tu vois des coins d'enfer. Ce n'est pas seulement après ta mort qu'il y aura un coin où les âmes méchantes vont et un coin où les âmes heureuses iront. Non, même pendant ta vie, toi-même quand tu te lèves là, tu vois bien les coins où vont les âmes méchantes et les coins où vont les âmes heureuses. Le paradis et l'enfer ne sont pas que des notions métaphysiques, post-mortem, posthumes, non. Ce sont des notions physiques, matérielles, concrètes. Tu voles mon pétrole, tu voles mon or, tu voles mon uranium, tu voles mon manganèse, tu voles mon bois. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Tu m'entretiens en enfer. Toi, tu te donnes le droit de venir kidnapper des centaines de millions des miens. Tu te donnes le droit de venir coloniser et puis tu mets un visa pour venir chez toi. Et puis tu repousses des gens dans l'océan pour qu'ils se noient. Tu traques des gens dans les frontières
parce qu'ils sont entrés chez toi, alors que toi, tu es entré chez les autres pendant 600 ans, sans autorisation, à coups de baïonnettes, de canons, de fusils, de sabres. C'est ça l'enfer. L'enfer, là, c'est pas une notion métaphysique. C'est d'abord une notion concrète, historique. Et les Africains doivent arrêter de penser l'enfer en termes uniquement métaphysiques et surnaturels. L'enfer a lieu ici, maintenant. Le paradis aussi. Donc nous, Africains, qui sommes sur la terre, là, on a décidé de vivre notre paradis, ici, sur la terre, dès maintenant. Pas seulement après notre mort, on commence maintenant. Et ça commence par la lutte. Car la liberté ne se donne pas, elle se mérite, elle s'arrache. Et c'est ça la porte d'entrée du paradis. La lutte pour la liberté, pour la dignité, pour la prospérité, c'est la clé d'entrée du paradis. L'abandon de soi à ceux qui nous écrasent, à ceux qui nous méprisent, à ceux qui nous pillent, voilà la clé d'entrée dans l'enfer. Voilà. Donc chaque Africaine, chaque Africain qui vit sur la terre en ce 21e siècle choisisse très clairement. Soit il prend la clé du paradis, c'est-à-dire la lutte qui libère, qui rend libre, digne, soit il prend la clé de l'enfer, c'est-à-dire l'hypocrisie, la trahison, la traîtrise, l'abandon de soi aux forces ténébreuses qui massacrent et sabrent le monde depuis des siècles. À ce moment-là, il est déjà en enfer maintenant. Donc moi, quand je vois les croyants, je vois souvent les prédicateurs de toutes les religions qui promettent le paradis après la mort. Je leur dis, mais vous êtes sérieux? Quelqu'un vivant, il est devant toi. Tu lui promets le paradis après la mort, pourquoi? Commence déjà à te comporter, toi, devant lui de manière paradisiaque. Est-ce que toi, tu es juste envers lui? Est-ce que tu es véridique envers lui? Est-ce que quand tu as quelque chose à manger, tu peux partager avec celui qui a faim? C'est le paradis. C'est ça le paradis. Au lieu de lui dire, non, non, vraiment, là, tu crèves de faim, mais on verra ça demain. On ne voit pas ça demain. Les affaires où on voit demain, quand quelqu'un souffre alors que tu peux l'aider, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Donc voilà, si le Mali, le Burkina et la Guinée ont bien compris, et je suis convaincu qu'ils ont bien compris à qui ils ont affaire, cette affaire de souveraineté monétaire là, on ne peut pas traîner avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. La tripartite de ces États, Mali, Burkina, Guinée, doit actionner de la même façon que les ministres des Affaires étrangères, il faut actionner les ministres de l'économie. Nous souhaitons des réunions étroites entre les ministres des économies des 3 États pour créer une banque ouest-africaine et bien des peuples. La BOP. Banque ouest-africaine des peuples. Il faut créer la BOP. C'est tout. Vous mettez en commun là la quantité d'or industriel, d'or mis en lingots que vous pouvez. La Guinée met sa quantité, le Mali met sa quantité. Vous garantissez et vous créez une monnaie, eh bien, sous-régionale, à 3. Il ne faut pas attendre quelqu'un. Personne ne va le faire à votre place. Personne ne va le faire à votre place. Pendant qu'Embalo et les autres ballots vont continuer à se promener pour vous menacer, vous avez une capacité de paiement. Avec cette monnaie, vous financez le projet du chemin de fer. Burkina, Mali, Guinée. Avec cette monnaie, vous financez des universités de haute recherche scientifique communes. Burkina, Mali, Guinée. Avec cette monnaie que vous allez créer, cette réserve monétaire sous-régionale, vous commencez à financer une armée commune. J'en appelle ici à la création d'une armée navale commune. La Guinée a un front atlantique. Mais la Guinée, le Mali et le Burkina peuvent créer une unité, une marine ouest-africaine commune pour contrôler les côtes du golfe de Guinée qui appartiennent aux pays ouest-africains. La façade guinéenne peut être défendue souverainement par une marine internationale, une marine de la fédération Mali, Guinée, Burkina. Vous mettez l'argent en commun, la Russie et la Chine vous aident à vous doter en bâtiments de guerre, en unités de marine, et c'est vous-même qui patrouillez sur les côtes ouest africaines. Voilà, il y a des sujets là sur lesquels on peut mettre cet argent. La haute recherche scientifique, la défense, notamment la défense des frontières communes. On peut considérer qu'il faut aider la Guinée-Conakry à bien défendre sa frontière parce que sa frontière maritime est utile au Mali et utile au Burkina. Donc vous créez une marine commune. Vous mettez en commun de l'argent pour créer une marine commune
complémentaire de la marine nationale guinéenne. Voilà. Vous créez des universités communes. Vous financez des centres de recherche communs. Nous, les chercheurs, là, on attend. Mettez-nous dans les conditions de produire la haute connaissance scientifique. Créer des pôles de recherche, financer les scientifiques africains. Donnez-nous des espaces dans lesquels on met des physiciens au travail, des mathématiciens au travail, des philosophes au travail, des historiens au travail, dans les conditions maximales. Créez ces conditions-là, c'est tout. Bon, aller à Addis Abeba ou aux réunions de la CEDEAO, c'est du formalisme à un moment donné, puisque vous savez que ces gens ont l'intention de vous empêcher fermement de travailler. Donc, nos ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays ont ouvert le boulot. Nous voulons voir les ministres de l'économie et des finances de ces 3 pays-là. Réunissez-vous. N'attendez plus quelqu'un. N'attendez plus personne. Le paradis et l'enfer, c'est maintenant. Ce n'est pas seulement après la mort.